Et je demande aux personnes qui vont présenter de ne pas dépasser 7 minutes. Donc, veillez au respect de temps, s'il vous plaît. Donc, j'appelle Dr Jamali Jawel, qui va présenter le syndrome de Job-Buckley à propos de Zika. Merci. Donc, chers maîtres, chers confrères, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ma communication concernant le syndrome de Job-Buckley ou bien le syndrome d'hyper-IgE à propos de Zika. À propos de Zika, suivi et diagnostiqué au service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès. Donc, le syndrome d'hyper-IgE est un déficit immunitaire primitif rare, caractérisé par l'association constante d'une hypergammaglobulinémie E avec des infections récidivantes cutanées et pulmonaires. Il en existe deux types, autosomique dominante et autosomique récessif. Le pronostic est lié à la sévérité des infections pulmonaires pouvant entraîner des détresses respiratoires aiguës. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective incluant le dossier de 6 patients suivis et diagnostiqués pour syndrome d'hyper-IgE au service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès. À travers ce travail, nous attirons l'attention sur cette pathologie méconnue de gravité extrême dont le diagnostic précoce avec instauration des soins médicaux adaptés en entraîné l'amélioration du pronostic. Donc, pour les résultats, la répartition de nos patients selon le sexe a objectivé que la moitié des cas étaient des garçons et l'autre moitié étaient des filles, soit un sexe ratio de 1. Pour les antécédents, on a noté une consanguinité de premier degré chez 3 cas, soit 50% des cas, avec un antécédent familial de décès dans la fratrie dans 2 cas, soit 33% des cas. Pour le mot de début, les premières manifestations cliniques du syndrome de Buckley chez les patients ont été représentées par des signes cutanés dans la moitié des cas et par des infections respiratoires à répétition chez l'un tiers des cas, comme on a noté l'infection initiale par une candidose cutanéomycose chez un patient, soit 17% des cas. Donc, pour l'âge de début, le syndrome de Buckley s'est manifesté chez 50% des cas avant l'âge de 2 ans, chez 33% des cas entre 2 et 6 ans, et chez un seul cas avec un pourcentage de 16% après l'âge de 6 ans. Donc, les principales manifestations cliniques notées chez nos patients sont schématisées dans ce tableau, où on a noté des signes cutanés chez tous les patients, essentiellement des dermatites eczématiformes, des verrues étendues, des infections de tissus sous-cutanés, des signes respiratoires dans les deux tiers des cas, essentiellement des infections respiratoires à répétition, et devant le caractère récidivant des manifestations cutanées et respiratoires, le diagnostic des déficits immunitaires a été évoqué. Donc, sur le plan biologique, les principaux anomalies de l'hémogramme notées étaient l'anémie d'origine inflammatoire chez 2 cas, soit 33% des cas, une hyperleucocytose chez 50% des cas, et une hyperisoniphilie allant de 300 à 1200 chez presque tous les patients, avec un pourcentage de 83%. Mais on n'a pas noté d'autres variations spécifiques de la NFS. Donc, tous les patients avaient une augmentation des IgE sériques qui, dans la majorité des cas, était supérieure à 1000. La valeur maximale enregistrée était de 8500 unités par millilitre, mais le dosage pondéral des autres immunoglobulines, IgG, IgM et IgG, était normal chez tous les patients en fonction de leur âge. Donc, sur le plan radiologique, la radiothorax a montré des images de dilatation de branche chez une patiente qui a été confirmée par une TDM thoracique. Donc, pour la discussion. Le syndrome d'hyper-IgE est un déficit immunitaire primitif, rare, qui se distingue par une triade clinique, la dermatite atopique, les infections cutanées staphylococciques récurrentes et les infections pulmonaires récurrentes. En outre, il existe des niveaux élevés d'IgE d'apparition précoce dans l'enfance primaire. Comme on a déjà dit, il est classé en 2 types, le type 1 syndrome d'hyper-IgE autosomique dominant et le type 2, le syndrome d'hyper-IgE autosomique récessif sans atteinte musculo-squelettique. Donc, le syndrome de Job est dû à une mutation du gène STAT3 dans plus de 2 tiers des cas. La transmission de ce syndrome est autosomique dominante et à expressivité variable. Dans le reste des cas, l'étiologie du syndrome de Job reste incertaine. Donc, le syndrome de Job se caractérise par les signes cliniques d'ordre immunologique et non immunologique. Pour les caractéristiques immunologiques, on note les éruptions eczématoïdes, les infections bactériennes cutanées et pulmonaires récurrentes, les candidoses cutanéomycoses qui concordent avec nos résultats, et les caractéristiques non immunologiques.
Les caractéristiques non immunologiques, on a les anomalies musculo-squelettiques, oculaires et vasculaires, ainsi que la dysmorphie faciale, où on remarque chez les patients atteints du syndrome de Job des traits faciaux caractéristiques qui apparaissent au début de l'adolescence ou plutôt à la fin de l'enfance, par exemple une asymétrie faciale, un front proéminent, les yeux enfoncés, un pont nasal large, une pointe nasale charnue large. Donc, les principales caractéristiques diagnostiques et une augmentation de taux sérique IgE de plus de 2000 et souvent plus de 500 unités par millilitre. La concentration sérique des IgG, IgM et IgA était en général normale selon la littérature, ce qui concorde avec les résultats de notre étude. Pour le traitement, les infections doivent être traitées de façon particulièrement active, de plus souvent par voie intraveineuse. Une fois contrôlée, la mise en place d'une prévention quotidienne par antibiotiques, antifongiques et immunoglobulines intraveineuses diminue le risque d'infection et les altérations des tissus pulmonaires qui les compliquent. Le traitement dermatologique local à base des émollients, les anti-infectieux éventuellement à base des corticoïdes peuvent diminuer l'intensité de l'atteinte cutanée. La place de la greffe des cellules hématopoïétiques n'est pas bien codifiée dans le cadre du syndrome de Douglas jusqu'à présent. Donc, en conclusion, les messages à retenir, c'est que le diagnostic de syndrome d'hyper-IgE doit être suspecté si les infections récurrentes, devant des infections récurrentes cutanées ou pulmonaires, se confirme par le dosage de taux des IgE sériques. Le traitement pour le moment est purement symptomatique, mais grâce aux antibiotiques et si le diagnostic est posé tôt, la survie des patients peut être augmentée. Merci de votre attention. Merci d'avoir respecté le temps. On va laisser la discussion après avoir eu 3 communications minimum. Et je donne la parole à Monsieur Ndai, qui va présenter, Madame Ndai, qui va présenter the use of National Institute of Health score for the diagnosis of hyperimmunoglobulinemia. À vous la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. Chers congressistes, j'ai l'honneur de vous présenter ce travail portant sur le diagnostic des syndromes d'hyper-IgE par l'utilisation du score de la National Institute of Health à Dakar, chez des patients sénégalais à Dakar. Pour commencer, le syndrome d'hyper-IgE est un déficit immunitaire primitif caractérisé par la triade dermatite atopique, infection cutanée et ou pulmonaire récidivante et élévation des IgE totales sériques. C'est une affection rare quand on voit cette petite épidémiologie avec aux États-Unis qui ont rapporté 85 cas en 15 ans à partir de leur registre de déficit immunitaire primitif. En Chine, 28 cas en 18 ans également à partir des registres. Et au Maroc, en 2014, la première rapport de registre de déficit immunitaire primitif où on retrouvait 48 cas en 15 ans. Et au Sénégal, en 2022, nous avons rapporté, à partir de patients qui présentaient des déficits immunitaires avec des manifestations dermatologiques, 14 cas en 3 ans. Quand on sait que la dermatite atopique constitue le premier motif de consultation en dermatologie pédiatrique à Dakar, représentant près de 50% des consultations, assez fréquents, alors qu'il existe des similitudes clinico-biologiques de ces deux affections, au cours de la dermatite atopique également, on peut avoir une élévation des hyper-IgE, ce qui contribue à l'errance diagnostique dans ce syndrome dans notre pratique quotidienne. Errance diagnostique qui est un facteur de mauvais pronostic parce que ces syndromes sont caractérisés par un risque vital très tôt dans l'enfance, marqué par des infections, la survenue de cancer, mais également fonctionnel avec les allergies, les retards de croissance et les fractures pathologiques. C'est ainsi que nous sommes intéressés à ce groupe de pathologies dont l'objectif était de déterminer la fréquence des hyper-IgE dans notre consultation et de décrire les manifestations dermatologiques de ces patients.
Pour ce faire, nous avons mené une étude de cohorte ouverte au service de dermatologie pédiatrique du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer. Était inclus tout patient qui présentait une dermatite atopique, une élévation des IgE totales sériques et un score de la National Institute of Health supérieur ou égal à 20, qui est un score de 21 paramètres qui inclut des éléments clinico-biologiques et radiologiques permettant le diagnostic de ce syndrome. Et nous avons inclus les résultats analysés par le logiciel EP-Info. Cette méthodologie nous a permis de recenser 27 patients sur une population de 6 000 malades représentant une fréquence de 0,45%. Le sexe ratio était en faveur des garçons et l'âge moyen au moment du diagnostic était de 6 ans. Les manifestations dermatologiques étaient infectieuses, en particulier bactériennes avec plus de la moitié des cas, virales dans 3 cas et fongiques dans 8 cas. Les manifestations infectieuses bactériennes étaient à type de pyodermite, c'est-à-dire des impétigos, des abcès, des follicules et furoncles. Un cas de dermohypodermite bactérienne sévère a été noté et également un cas de tuberculose cutanée dans le cadre d'une tuberculose multifocale. Sur cette image, on voit un enfant qui présente un impétigo assez diffus au niveau du cuir chevelu et cet enfant qui présente des lésions de folliculite très diffus, dont certaines sont en phase de cicatrisation et d'autres encore évolutifs. Et cette image montre un enfant qui a une dermohypodermite bactérienne bulleuse. Donc, les affections virales étaient 2 cas d'épidermodysplasie viruciforme, un cas de papillomatose buccale et un cas de condylome géant, comme on le voit sur cette image avec ces lésions d'épidermodysplasie viruciforme confirmées par la biopsie cutanée, avec des lésions de planes hypopigmentées et verruqueuses par endroits. Ici, la papillomatose buccale chez un enfant qui présente ce syndrome et ici un cas de condylome géant. Donc, les manifestations fongiques étaient à type de dermatophytose et de candidose dans 4 cas, comme on le voit sur cette image, dermatophytose du cuir chevelu, candidose bucco-œsophagène, c'est cet enfant récidivant. Et à l'autre image, un intertrigo candidosique allant même jusqu'à l'amputation du doigt, du gros orteil. Les manifestations extradermatologiques étaient infectieuses. Infectieuses étaient des bronchiolites virales, une pneumonie et une tuberculose multifocale dans le cadre avec atteinte pulmonaire, ganglionnaire et digestive. Les manifestations non infectieuses étaient à type de dermatite atopique dans tous les cas, un cas d'érythrodermie ictiosiforme congénitale. Les anomalies de dysmorphie faciale étaient retrouvées chez 85% des patients, ostéo-articulaires chez 14%, des anomalies dentaires à type de retard de chute des premières dents étaient retrouvées chez un patient et dans 5 cas, on avait des anomalies neuropsychiatriques. Sur les 2 premières images à gauche, on a des eczémas sévères et même bulleuses. Et l'image de droite, on a un cas d'érythrodermie ictiosiforme congénitale bulleuse dans le cadre d'un syndrome de Netterton avec des anomalies pilaires. Les anomalies ostéo-articulaires chez cette fille de 21 ans qui a quand même eu une errance diagnostique, suivie longtemps pour dermatite atopique, qui présente cette scoliose sévère et des luxations pathologiques fréquentes. On notait également une éosinophilie dans 63% des cas et une élévation des IgE totaux supérieure à 2000 dans 81% des cas. Le score de la National Institute of Health était supérieur à 40 chez un patient et entre 20 et 40 chez les autres.
Et notre étude, au terme de notre travail, nous avons pu avoir la première cohorte de syndrome d'hyper-IgE suivie à Dakar, et on peut deviner avec la classification phénotypique les différentes mutations génétiques qui peuvent être en cause. Pourtant, on a certains phénotypes particuliers qui ne peuvent pas, des anomalies autosomiques récessives. Est-ce que c'est une mutation PMJ3 dans le cadre d'une consanguinité, ou bien c'est de nouvelles mutations? L'anomalie ostéo-articulaire dans le cadre de la mutation Herbin deficiency avec des scolioses, hyperextensibilité articulaire chez la patiente de 21 ans qu'on a diagnostiquée. Et c'est ainsi que nous allons conclure en disant que nous avons rapporté une fréquence de 0,45%. Il faut y penser quand on a des infections dermatologiques récurrentes et sévères associées à une dermatite atopique et doser les IgE totales. Utiliser le score de la National Institute of Health qui, lorsqu'elle est supérieure à 40, il est décrit que c'est une déficience. Elle est plus spécifique de la déficience stade 3, mais dans les formes où elle est entre 20 et 40, les anomalies autosomiques récessives sont possibles. Dans les perspectives, nous envisageons de déterminer les mutations génétiques responsables de ce syndrome dans nos régions en utilisant le whole exome sequencing. Merci, Monsieur le Président. Merci, docteur, pour cette présentation intéressante et claire. Et dans le même sens, les syndromes d'hyper-IgE à propos de 111 cas qui va être présenté par Dr Boussaïd. Chers maîtres, chers collègues, honorables assistants, j'ai le plaisir de vous présenter un aperçu de notre travail réalisé au sein du service de pédiatrie 1, hôpital d'enfants Abdelrahim Harouchi, Casablanca, intitulé les syndromes d'hyper-IgE à propos de 111 cas. En guise d'introduction, les syndromes d'hyper-IgE sont un groupe de déficit immunitaire primaire des lymphocytes B et T. Ils se caractérisent le plus souvent par des abcès staphylococciques récurrents de la peau, des infections sinusopulmonaires et une dermatite prurigineuse et eosinophilique sévère. Le diagnostic de syndrome d'hyper-IgE confirmé par un taux d'IgE supérieur à 2000 unités par millilitre. Le traitement consiste en des mesures de soutien dont des antibiotiques antistaphylococciques prophylactiques à vie. L'objectif de notre travail était de mettre en exergue cette pathologie très rare et d'analyser le profil épidémiologique, clinique, biologique et évolutif pour une meilleure prise en charge thérapeutique. Pour cela, nous avons mené une étude rétrospective s'étalant sur 25 ans entre 1998 et 2023. Nous avons inclus dans notre étude les patients ayant des infections cutanées et pulmonaires récidivantes, ainsi qu'un taux des IgE supérieur à 10 fois la norme pour l'âge, et en s'aidant du score NIH, on a inclus également les patients qui ont été déjà confirmés génétiquement. L'étude a concerné 111 cas. L'âge moyen de nos patients était de 6 ans, avec des extrêmes allant de 3 mois à 21 ans. Concernant le sexe, on a noté une légère prédominance masculine. En ce qui concerne la consanguinité, 38% des patients étaient issus d'un mariage consanguin. Concernant les manifestations cliniques, les atteintes cutanées étaient dominées par des eczémas récurrents avec 56%, les abcès cutanés et les candidoses cutanéo-muqueuses étaient respectivement de 24% et 18%. Les manifestations respiratoires étaient représentées par les pneumonies avec 56%, les bronchectasies et les pneumatocèles ont été retrouvés chez 7 cas. Les manifestations cliniques non immunologiques étaient dominées par la retention des dents primaires, les fractures pathologiques chez 3 cas, l'hyperlaxité ligamentaire et la scoliose ont été retrouvées respectivement chez un seul cas. Ces images correspondent aux atteintes cutanées chez un enfant de 7 ans présentant à gauche une candidose buccale, cutanée et inguéale, à droite des abcès cutanés récurrents. Sur le plan biologique, le taux sérique des IgE était supérieur à 2000 unités par millilitre chez 72% des cas. Une hyperéosinophilie a été démontrée chez 65% des patients. Nous nous sommes aidés d'un système de notation qui a été précédemment développé au National Institute of Health, qui peut aider au diagnostic du syndrome d'hyper-IgE de type 1. Il était moins de 20 chez 11%, entre 20 et 39 chez 79% et plus de 40 chez 10% des cas. 8 cas ont été confirmés génétiquement, dont 2 avaient une mutation de perte de fonction du gène STAT3, 92 n'étaient pas confirmés. La mortalité était de 8%, dominée par les infections respiratoires
et les septicémies. En ce qui concerne la discussion, le syndrome d'hyper-IgE est une maladie rare dont l'incidence est comprise entre 1 et 500 000 entre 1 sur 500 000 et 500 000. La forme autosomique dominante décrite pour la première fois en 1966, syndrome de Job, par Wigwood, caractérisée par la triade qui rassemble les abcès staphylococciques froids récurrents, les pneumonies récurrentes et un taux d'IgE nettement élevé. Une étude récente a révélé que 81% des patients atteints de syndrome d'hyper-IgE avaient des éruptions cutanées chez les nouveau-nés, l'âge moyen d'apparition étant de 7 jours. Dans une étude faite dans le sud de l'Iran, la consanguinité, facteur prédisposant aux maladies autosomiques récessives, est très répandue en raison du contexte culturel de cette région. Dans notre étude, on a trouvé 38%. L'Union internationale des sociétés d'immunologie a donc sélectionné 9 gènes responsables des mutations du syndrome d'hyper-IgE dans des formes dominantes et récessives. De nombreuses manifestations non immunologiques, y compris la scoliose, le faciès caractéristique et les dents primaires conservées, l'hyperextensibilité articulaire et les anomalies vasculaires sont les principales caractéristiques du déficit en stade 3. 3 mutations génétiques du syndrome d'hyper-IgE ont été découvertes successivement depuis 2006, la tyrosinase kinase 2, le transducteur du signal et l'activateur de la transcription 3 et le dédicateur de la cytokinase 8. Chacune de ces 3 mutations a des manifestations cliniques distinctes. La mutation stade 3 est associée à des anomalies squelettiques du tissu conjonctif et vasculaire. La mutation en tyrosinase 2 se caractérise par une susceptibilité aux infections virales et non tuberculeuses. Les patients porteurs de la mutation dédicateur de la cytokinase 8 souffrent d'infections virales cutanées et d'un risque accru de malignité. En outre, les systèmes de notation tels que le score NIH peuvent entraver un diagnostic précoce car ils reposent sur des critères morphologiques qui se développent tard dans l'enfance. Selon ces études, la principale cause de mortalité était les pneumonies, concordant avec notre étude où les pneumonies occupaient 55%. La substitution d'immunoglobulines a également été appliquée pour 56% des patients considérés comme ayant des infections graves. L'antibioprophylaxie a pour but de prévenir les infections récurrentes, les complications et améliorer la qualité de vie des patients. Les immunoglobulines par voie intraveineuse est l'immunomodulateur le plus souvent utilisé, mais le rôle n'est pas bien établi. Pour conclure, le syndrome d'hyper-IgE est une erreur innée rare de l'immunité, caractérisée par une constellation de symptômes liés à la susceptibilité aux infections cutanées et pulmonaires staphylococciques, à l'eczéma, à l'élévation des IgE sériques, aux anomalies crânio-faciales et aux fractures osseuses récurrentes. La surveillance étroite et la bonne observance des patients ont entraîné une amélioration du pronostic avec une survie jusqu'à 50 ans en plus. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on discutera ces 3 premières communications, surtout qu'il s'agit d'un déficit immunitaire qui entre dans le même cadre, le problème des hyper-IgE. Est-ce qu'il y a parmi l'assistance une question? Oui, monsieur Alao. Merci. Je voudrais remercier les présentatrices et demander ma question par rapport au dosage des IgE. Dans toutes les communications, elles sont revenues sur le fait que le taux d'IgE supérieur à 2000 est très en faveur du diagnostic. Et on voit qu'une bonne partie des malades présentés n'avaient pas ce taux supérieur à 2000. Et je voudrais demander, en absence de diagnostic de confirmation génétique formelle, comment peut-on être sûr qu'on est dans le bon diagnostic?
Alors, concernant le taux des IGE, il y a des travaux qui parlent de plus de 1500-2000, mais il faut savoir qu'on a des malades qui ont un taux d'IGE tout à fait normal au début. J'ai des enfants qui sont un nourrisson qui a fait à l'âge de 3 mois des abcès rénales, otite et abcès anal. Il avait IGE normal. D'accord? Après, on a fait la génétique, on a trouvé stade 3. Et vers l'âge de 1 an, il a développé une candidose avec eczéma. Donc, un taux d'IGE normal n'élimine pas un syndrome, soi-disant hypérigieux. Deuxièmement, est-ce qu'on est obligé de garder 1500-2000? Si on a un enfant qui est très symptomatique, avec des abcès à staphylocoque froid, avec eczéma, parfois le papillomavirus qui traîne, avec IGE qui ne sont pas très élevés, on est en droit de parler d'un syndrome hypérigieux. Concernant la génétique, il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que la plupart des syndromes hypérigieux autosomiques récessifs n'ont pas de base génétique. On est actuellement dans le DOC8, dans la JP, plutôt la PMG3, on est dans ZN, voilà. Quelques gènes seulement concernant la forme autosomique récessive. Donc, si on a un enfant qui est très symptomatique, on est en droit de dire hypérigieux, sans base génétique. Enfin, si on a fait la génétique, on a cherché parmi les gènes qui sont connus, on n'a rien trouvé. Donc, on est en droit de dire que le malade a un syndrome hypérigieux. Voilà. Voilà, merci. Je pense qu'il n'y a pas eu de présentation au début, mais nos noms sont écrits devant vous. Et moi, je voulais peut-être, en tant que pédiatre, revenir sur l'association des signes dermatologiques et ce syndrome d'hyper-IgE pour attirer notre attention, parce que dans notre consultation de pédiatrie, on a souvent ces enfants qui reviennent à plusieurs reprises, qui ont fait le tour des différents cabinets pour cette dermatite atopique qui est soignée avec toutes les classes de corticoïdes, mais sans évolution favorable. Il faut donc que l'on pense à demander le dosage des IgE, et même si, comme l'a dit le professeur Fatma tout à l'heure, si elles sont normales ou pas très élevées, qu'ils restent sous le coude, selon l'expression classique, et qu'on continue de les surveiller. C'était juste ma contribution. Merci. Merci à tous pour l'intérêt apporté à nos communications. Effectivement, le syndrome d'hyper-IgE est une maladie assez complexe parce que beaucoup de choses dans notre contexte peuvent entraîner une élévation des IgE totales, même les parasitoses, hein, et on est en zone d'endémie, surtout dans nos régions. Mais la fréquence et certaines infections particulièrement inhabituelles chez les enfants, comme par exemple le cas de condylome anal géant que nous avons présenté dans notre cohorte, chez un enfant de 1 an, c'est pas classique. On traite la chirurgie, finalement, la complication, c'est les obstructions, les sténoses anales et même plus tard les cancers. Cet enfant n'avait pas d'IgE très élevé, il était à 400, mais lorsque nous avons utilisé quand même le score de la National Institute of Health, on a vu qu'il avait un score qui était à 28 et c'était assez évocateur pour le diagnostic. Donc, il faut y penser. Il y a un autre cas qui avait 1000 d'IgE et elle a fait une tuberculose multifocale, cutanée, pulmonaire et ganglionnaire. Et lorsque nous avons scoré et s'est retrouvé avec un score de 38, on n'a pas la génétique, mais quand même ce score-là peut nous aider à récupérer ces quelques enfants qui n'ont pas d'IgE très élevé. Et ça peut aider au diagnostic vraiment. Mais on dit que c'est la génétique qui est le final, qui donne la certitude du diagnostic des syndromes d'hyper-IgE. Merci beaucoup. Dans le même sens, moi je vais insister sur le fait que nous commençons à oublier de plus en plus de faire un bon examen clinique pour les enfants. Et ce genre de pathologie, comme vous l'avez présenté, l'errance diagnostique était secondaire
au fait qu'on ne faisait pas attention à la scoliose, à la dysmorphie faciale, aux autres anomalies qui complètent ce syndrome. Et donc, il faut qu'on reste fidèle à notre sens clinique, de clinicien, de pédiatre, pour s'intéresser au-delà de l'urgence, l'infection, l'abcès, aux autres éléments qui existent. Et c'est quelque chose que je pense que vous l'avez constaté, qu'on est en train de perdre. Donc il faut qu'on règle ce problème dans notre façon d'enseigner. C'est vrai que j'ai oublié de présenter, stressé par le temps et le respect de temps, de présenter les gens qui vont modérer cette session. Donc moi je suis Rada Nordin, je suis pédiatre à Marrakech, je m'intéresse à l'infectiologie pédiatrique, déficit immunitaire primitif et secondaire, et je passe ma parole en fonction de, c'est-à-dire je donne à chacun pour se présenter lorsqu'il va prendre la modération. Donc je passe la parole à mon collègue. Merci. Alors mon commentaire concerne surtout le fait d'avoir les IgE très élevés parfois. Il peut se voir dans les infections fongiques. Attention, on a des enfants qui ont des granulomatoses septiques chroniques avec aspergillose, avec un taux d'IgG qui dépasse 10 000. Donc le fait d'avoir 10 000, 9 000, avec certaines infections fongiques, soit candida, soit aspergillose, on peut avoir des IgE très élevés. Donc avant de donner l'étiquette syndrome périgé au malade, attention aux autres diagnostics, donc faire un bilan immunitaire complet, notamment le DHRT, surtout pour le granulomatose septique chronique. Merci Madame Eylal pour ces commentaires. Là, on va enchaîner par la deuxième entité de déficit immunitaire. Donc, ça sera la quatrième présentation. Donc, elle sera présentée par Dr Redouane de l'Égypte. Donc, intitulé Lymphoproliferation as a Presentation of Primary Immunodeficiency Pediatric in Shams University Immunology Unit Experience. Bonjour, je suis désolée, on va parler en anglais parce que je ne parle pas le français bien. Today I'm going to talk about lymphoproliferation as a presentation of primary immune deficiency at St. James University experience. The main objective of this talk is to see how the collaboration between the main aim of my presentation is to see how the collaboration between the oncologist and raising the awareness about having the immune deficiency between oncologists helped us to diagnose patients who were really moving in in our community and they were not diagnosed. So I'm going to talk first about what is lymphoproliferation in immune deficiency. It refers to persistent polyclonal, oligoclonal, or monoclonal proliferation of lymphoid cells in the clinical settings of having an underlying inborn errors of immunity. The incidence is quite rangeable. It ranges from 0.7 to 18%. And having a lymphoproliferation is not only a risk of having a malignancy later on, but it's sometimes these patients they do have an association of having an underlying HLH. So this makes the diagnosis really challenging as there is no really a pure guidelines on the diagnosis and management of these cases. So what are the clinical clues? Unfortunately, there is no clear guidelines or clean clinical clues that can differentiate if you have a patient with a benign lymphoproliferation, if he will have an underlying immune deficiency, except for the age. The younger age really should be considered as a risk factor or an alerting sign that I should go deep and see if there is an underlying immune deficiency in such patient or not. Coming to the diagnosis, the diagnosis is done through histopathology assessment, flow cytometry, and then molecular assay. So histopathology is really tricky because it's correlating with the underlying immune deficiency, and the pathologist should be very meticulous in his diagnosis because there are pitfalls that make them diagnose these patients, unfortunately, of having lymphoma, but they turn out to be, and they start chemotherapy, but they don't have actually lymphoma. And we had a couple of patients who went through this path and they got chemotoxicity from the chemotherapy, and they turned out not to having lymphoma. And also in the histopathology, it's very important to look for the EBV because EBV is one of the most important triggers for the lymphoproliferation in such group of patients. And when you look at the pathology, be aware that sometimes the EBV causes downregulations of the CD20, 19, and 79B and upregulates the 30, which mimics a lot lymphoma pathology.
Coming to the next diagnostic tool is the flow cytometric assessment, which we use it to detect the presence of EBV and to do the lymphocyte subsets, whether for the T and B, memory and naive B cells and others. Finally, we do the molecular assay that includes the southern blot hybridization, PCR, and the most important is the next generation sequencing. What about the treatment? Treatment is, there is no clear treatment for these patients. It depends on what is the underlying pathology or the disease that you have. You should go for the supportive therapy is IVIG, prophylactic antibiotic. Look every now and then for complication, for development of HLH, for development of malignancy. And then based on this, you treat, whether you do a transplant, you give a chemotherapy, you give anti-CD20, it depends. After I have talked about the lymphoproliferation, I will move to our center experience in Ain Shams University. So in Ain Shams University, we have a collaboration, as I'm a consultant in the biggest children cancer hospital in the Middle East, which is 57357. Oncologists there have detected patients coming as query having lymphoma, but they turned out after doing the pathology and the test that they don't have lymphoma. They referred them to me for diagnosing of what is the cause of such lymphoproliferation. So we had 21 patients coming with lymphoproliferation. They were recruited from the period of 2018 to 2020. They were 12 males and 9 females. The reason for the referral to the Children's Cancer Hospital was suspecting having lymphoma. As for the 10 warning signs, none of them had any of the 10 warning signs, except for 11 out of the 21 had history of repeated minor infection. None of them necessitated hospitalization. Our patient had a median age of presentation at 30 months, and then age of presentation at the oncologist at the Children's Cancer Hospital was 48 months. Age of diagnosis of having an underlying immune deficiency was 72. The diagnostic lag between the presentation and the final diagnosis, we had a median of 24 months. Only 4 patients had failure to thrive. 100% of them had organomegaly and lymphadenopathy. 7 out of the 21 had HLH features. As for the laboratory test, normal cellular bone marrow was found in 17 out of the 21. Lymph node biopsy showed hyperactive non-specific lymphoproliferation as the biopsy. Viral infection by ABB was present in 3 out of the 21. 10 patients had cytopenias. 8 patients had low immunoglobulins. 10 patients had an abnormal lymphocyte subset, and 2 had an elevated double negative T cell. We were able to do genetic sequencing for 17 out of the 21 patients. As regard the past history of immune dysregulation, we had 8 patients out of the 21 having history of either cytopenias, autoimmune hemolytic anemias, something like that. Family history of a SIB death or a SIB who had a similar condition and was not diagnosed was present in 6 patients. 15 of them are alive till now, and we successfully transplanted 3 patients. As for the genetic sequencing, with the patients who we were able to do for them genetic sequence, familial HLH had the largest number. We had 6 patients who had had HLH. They were either perforin or UNC13. Most of them had an UNC13 mutation, and 1 patient, unfortunately, we couldn't do for them genetics. As for the combined immune deficiency, we had a patient with a JAK3, 1 of the IKKB, and 1 with the Wiskott-Aldrich. We had 1 patient with a common variable immune deficiency, 2 patients with ADA2, 2 patients with an RBA mutation, 2 SIBs with a FAS mutation, and 1 patient who had a chronic granulomatous disease, and 1 patient who had COD9, and another patient who had the RAS GRP1 gene. This patient was successfully transplanted. And 2 patients with a one patient with a TTC7A and another with a STAT5B, and this also patient was successfully transplanted. I'm going here to present the, because I found them very interesting to see the spectrum of the ADA2, how our 2 patients had a completely different presentation.
for the history of recurrent infection, patient number 1 didn't have any infections, but the second patient had recurrent infections. History of previous autoimmune cytopenias or organomegaly, it was negative in both patients. Family history was present in patient number 1. She had a SIB who died with a similar condition undiagnosed. At the other patient, he had no similar condition in the family. Both of them has a generalized lymphadenopathy and hepatosplenomegaly, but patient 2 who had recurrent infection had a 3rd-degree clubbing in his finger. As for the laboratory test, the first patient who didn't have history of infection, she had a normal lymphocyte subset and normal immunoglobulins, whereas the second patient had a low CD19 and low immunoglobulins. As for the genetics, both of them showed an ADA2. Unfortunately, the first patient died. The second one is alive, but the parents refused to go for a transplant. So from these patients, we see that ADA2 could come with an immune dysregulatory feature, or it come with recurrent infection, then later on they could develop an immune dysregulatory feature, which was really interesting in these patients. And this takes me to my take-home message. It's very challenging to differentiate between the benign and the malignant lymphoproliferation. It really needs an expert experience. In patients with inborn errors, benign reactive lymphoproliferation must be thoroughly investigated and monitored because of their possibility of having malignant transformation later on. We should do for them EBV testing not only at the beginning, but we should do a follow-up every now and then for EBV testing. Genetics and flow cytometry is very important to help us in the diagnosis. And we need to develop a team of immunologists, pathologists, and oncologists to help reach the diagnosis for these patients and build a great experience. And always suspicion is the key for such cases. And I would like to thank Dr. Raif Jiha in Boston Children's Hospital and his team, and Dr. Sophie Hamilton in UK at the Great North Children's Hospital, because they helped us in doing the genetics, and my PI team in Ain Shams University, and finally my dearest professor, Dr. Shireen Reda. Thank you so much. Merci pour cette présentation très intéressante. Et on enchaîne par la présentation de la lymphohistiocytose hémophagocytaire à propos de 40 cas qui sera présenté par Dr Ilkhaldi. À vous la parole. Salam alaikum. Alors, chers maîtres, chers confrères, honorable présence, permettez-moi de vous présenter un aperçu sur notre étude sur la lymphohistiocytose hémophagocytaire à propos de 40 cas, mieux connus par l'abréviation HLH. On va suivre le modèle d'IMRAD. Et comme introduction, la lymphohistiocytose hémophagocytaire est un groupe de maladies rares caractérisé par une suractivation du système immunitaire. Elle est primaire, intéressant surtout la population pédiatrique liée à des mutations génétiques affectant la cytotoxicité lymphocytaire avec un désordre histiocytaire, ou bien secondaire déclenché par des infections, des maladies auto-immunes ou bien des néoplasies, surtout idiopathiques. C'est une maladie qui reste rare avec un pronostic vital qui est mis en danger, et dans l'incidence est de 1,5 cas pour 1 million pour ce qui est primaire. Alors, plusieurs problématiques s'imposent pour la bonne prise en charge, parmi lesquelles il y a l'absence d'un registre sur l'incidence nationale. C'est une pathologie qui reste méconnue et sous-diagnostiquée, de part par l'absence de sensibilisation des praticiens et d'autre part par le tableau symptomatique qui est très variable. Alors, notre objectif principal est de partager notre expérience de notre service, tout en précisant les caractéristiques cliniques, biologiques, étiologiques, ainsi que la prise en charge dont notre malade en bénéficie. Alors, concernant les patients et les méthodes, c'est une étude rétrospective descriptive, s'étalant sur une période de plus de 15 ans, allant de 2007 à 2022, menée au service d'immunologie clinique pédiatrique de l'hôpital universitaire Abdelrahim Harouchi, de la P1, et intéressant tout patient hospitalisé au service d'immunologie clinique et qui répond aux critères diagnostiques de HLH 2004 de l'Histiocyte Society. Alors, via une fiche d'exploitation des dossiers des patients hospitalisés. Alors, pour le diagnostic positif, soit il doit répondre soit aux 5 des 8 critères de JACA 2004 ou bien l'identification de mutations de la HLH.
Alors, ces critères englobent une fièvre, une splénomégalie, une cytopénie qui intéresse au moins 2 lignées cellulaires, une anémie avec hémoglobine moins de 9 grammes par décilitre, ou bien une thrombopénie avec moins de 100 000 plaquettes par millimètre cube, une lymphopénie moins de 1000 par mètre cube, une hypofibrinogénémie ou bien une hypertriglycéridémie, une hémophagocytose sur un prélèvement histologique, une fonction NK diminuée ou absente, une hyperferritinémie au-delà de 500 mg par litre avec CD25 soluble ou dépassant 2400 unités par millilitre. Alors, concernant les résultats, 40 patients ont été collectés dans les extrêmes d'âge allant de 2 mois à 13 ans, avec une prédominance masculine. Une consanguinité a été retrouvée dans 65% des cas. Quant aux antécédents des cas similaires ou bien décès dans la fratrie, 5 cas de SCID ont été retrouvés, 2 cas de granulomatose septique chronique et 12 décès dans la fratrie par HLH probable. Alors, sur le plan clinique, le maître symptôme était une fièvre dans 90% des cas, suivi d'une splénomégalie dans 80% et une hépatosplénomégalie dans 62%. Alors, au niveau biologique, une anémie a été retrouvée chez 34 patients avec un taux le plus faible a été objectivé à 2,4 grammes par décilitre. Une neutropénie a été objectivée chez 20 patients, équivalent de 50% de notre série. Et une thrombopénie chez 30 patients de notre série. Et comme la figure le montre, 53% avaient une pancytopénie versus 23% qui avaient une bicytopénie. Alors, une fibrinogénémie a été techniquée chez 25 patients, dont une hypofibrinogénémie a été objectivée chez 44%. Une hypertriglycéridémie a été retrouvée chez 31 cas de notre patient avec des dédimères très élevés chez 27 patients. Alors, quant aux l'épreuve histologique, 1 milligramme a été fait chez 21 patients chez nous. Alors, revenu normal chez 52% avec présence d'hémophagocytose chez 23%. Une BEM a été faite chez 3 de nos patients, dont 2 avaient une hémophagocytose. Alors, quant aux étiologies, la plupart de nos patients avaient une HLH familiale et 10 patients avaient un déficit immunitaire associé. Alors, pour la prise en charge thérapeutique, la majorité de nos patients, la totalité de nos patients avaient bénéficié d'une corticothérapie. Une cyclosporine a été prescrite chez 80% de notre cas. La méthotrexate en intratécal a été prescrite chez 2 cas de notre étude. Alors, quant au taux de mortalité, au total, 21 malades ont été suivis, dont 11 sont décédés, soit un pourcentage de 52%. Alors, parmi les études retrouvées, alors, il y en a une étude réalisée en Colombie entre 2012 et 2019, intéressant une série de 21 patients de moins de 18 ans avec une légère prédominance masculine, dont les résultats montrent entre autres la présence d'une fièvre chez 71 des cas, une splénomégalie avec une bicytopénie dans 61%, ainsi qu'un taux de ferritinémie élevé dans 76%, ce qui rejoint notre objectif de sensibiliser les praticiens à penser à l'HLH, même en présence de signes non spécifiques, et de les pousser à ressembler à la constellation de signes cliniques et biologiques permettant de poser le diagnostic. Une autre étude de cohorte rétrospective faite entre 1999 à 2019, réalisée au Canada, sur 916 patients, a démontré la grande spécificité et la sensibilité des critères HLH 2004 pour mettre le diagnostic de HLH. Une troisième étude prospective réalisée en Égypte en janvier 2016 ou décembre 2019, intéressant 101 enfants atteints de HLH âgés de moins de 16 ans, a démontré que 75% d'entre eux étaient issus d'un mariage consanguin, ce qui appuie notre désir de mettre la lumière sur cette pathologie en raison de la fréquence des mariages consanguins dans notre société.
Alors ici, un travail mené à Singapour en janvier 2021 concernant 32 études englobant 454 patients suivis pour HLH, dont 267 ayant nécessité une prise en charge en soins intensifs et dont le taux de mortalité s'élevait à 67% pour HLH primitif. Concernant le protocole thérapeutique, alors révisé en 2004, proposé par l'Histology Society, comporte deux phases, une d'initiation intensive qui dure au moins 8 semaines, puis une phase de soutien non systématique. Dans la dexaméthasone, se base sur la dexaméthasone en association avec la cyclosporine A. L'injection intrathécale du méthotrexate n'est recommandée que ces signes neurologiques persistants après 2 semaines de traitement ou des anomalies du liquide céphalorachidien. Les patients avec des antécédents familiaux ou symptomatologie persistante ou ont présenté une rechute au cours de la phase d'initiation bénéficiant de la deuxième phase du traitement, qui est la phase de soutien, basée sur des bolus de dexaméthasone associés à l'ectoposite avec la cyclosporine A dans l'atteinte d'une greffe de la moelle osseuse. Alors, en guise de conclusion, l'HLH reste une infection qui est rare et toujours grave, mais guérisable et toujours encore sous-diagnostiquée, d'où l'intérêt de la sensibilisation et de la prise en charge diagnostique et thérapeutique urgente par les praticiens, et dont le traitement curatif est basé sur la greffe de la moelle osseuse. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était claire. Et on passe à la 6e communication concernant qui sera présentée par Dr. Guyen, intitulée Inherited State 1 Deficiency in a Child with BCGosis and Severe COVID-19 Pneumonia, a First Sub-Saharan Case of MSMD. À vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Je remercie tout d'abord le comité d'organisation de nous avoir conviés à cet échange très important sur les déficits immunitaires primitifs. C'est un rendez-vous très important pour tous les praticiens qui œuvrent dans ce champ. Notre intervention va porter sur le déficit immunitaire en stade 1 chez un enfant qui est atteint de BCG et de pneumonie à COVID-19. Cet enfant, c'est notre premier cas subsaharien de MSMD. La susceptibilité mendélienne aux infections mycobactériennes, qui est MSMD de l'acronyme anglais, est une entité qui prédispose à des infections mycobactériennes faiblement virulentes, qu'elles soient le BCG ou les mycobactéries environnementales. Et il existe environ une vingtaine de gènes qui sont impliqués et toute mutation dans ces gènes va entraîner un défaut dans la production ou la réponse à l'interféron gamma. Parmi ces gènes, il y a le STAT 1 qui fait partie de la grande famille des STAT et qui a un rôle très important dans la voie de l'interféron gamma et ce rôle a été clairement défini. Les mutations au niveau du STAT 1 vont entraîner 4 types de déficiences et parmi ces déficiences, il y a la déficience autosomique récessive partielle du STAT 1. Cette pathologie va entraîner une diminution de l'expression du STAT 1, entraînant des sévérités qui sont moindres par rapport au déficit complet. Donc, les symptômes pour le déficit partiel en stade 1 sont moins importants comparés au déficit complet en stade 1. Alors, le cas que nous allons vous présenter aujourd'hui est un nourrisson de 5 mois de sexe féminin qui est issu de parents consanguins au second degré et elle est la dernière d'une fratrie de 3. Elle est sans antécédents périnataux particuliers, il n'y a pas d'histoire d'immunodéficience primitive dans la famille et il n'y a pas non plus de cas similaires dans la famille. Elle a été vaccinée à l'hépatite B et contre la tuberculose et n'a jamais reçu de vaccin contre la COVID. Peu de semaines après sa vaccination au BCG, elle a développé une BCG périaxillaire gauche accompagnée d'une rhinite séreuse. À la biopsie cutanée, on avait un granulome tuberculoïde qui était compatible à une tuberculose cutanée. La radiographie a montré une pneumopathie interstitielle bilatérale et le test du gène expert pour le Mycobacterium tuberculosis est revenu négatif.
Au niveau des tests sanguins de routine, on avait une absence de déficit pour les éléments figurés du sang et il n'y avait pas non plus de déficit au niveau humoral. Par contre, on avait une élévation de la CRP qui était compatible à une réaction inflammatoire. Cette patiente a été traitée aux antituberculeux pendant 2 mois et 6 mois pour la première et pour la seconde phase respectivement. Et durant son suivi, au cours de la pandémie Covid-19, cette patiente a développé et a été admise en service de réanimation suite à une détresse respiratoire aiguë. Le scanner thoracique avait montré une pneumopathie bilatérale interstitielle. Cependant, la PCR pour la COVID-19 était revenue négative. Cette patiente a été traitée, prise en charge avec une oxygénothérapie, une vitaminothérapie et un régime hypercalorique. Elle a aussi eu à prendre des médicaments à type de stéroïdes, de salbutamol et d'antibiotiques. Après traitement, elle a eu une évolution favorable au bout de 15 jours. Durant toujours son suivi, on lui avait fait une sérologie complète virale après 8 mois et il s'est révélé qu'elle avait une positivité pour le cytomégalovirus et pour les virus Epstein-Barr, mais aussi et surtout une forte positivité des anticorps dirigés contre la COVID-19, le SARS-CoV. Et devant la sévérité des infections, on avait suspecté une erreur innée de l'immunité, fait le séquençage complet de l'exome qui nous a donné comme résultat une mutation au niveau de l'exome 23 du stade 1 avec comme variant une substitution de la cytosine par la thymine en position 2086, conduisant à un remplacement de la proline par la sérine au niveau 696. Après le séquençage entier de l'exome, on a procédé à une confirmation par séquençage sanguin qui nous a montré une homozygosie pour notre patient index, alors que les autres membres de sa famille étaient hétérozygotes pour ce même variant. Alors, le variant PIN696S qui a été décrit chez notre patiente a été pour la première fois décrit chez des enfants issus de parents israéliens. Le P696S, cette mutation va entraîner une déficience partielle autosémique récessive en stade 1 qui conduit à une réduction de l'expression du stade 1 et une diminution des réponses interférons alpha et gamma. Nous allons sans doute rappeler que l'étude des PID a débuté au Sénégal depuis une dizaine d'années et la plupart des cas qui étaient retrouvés étaient les SCID, les déficits syndromiques et les neutropénies. On n'avait pas jusqu'ici retrouvé de MSMD. Notre patient présente une infection à Mycobacterium bovis et au SARS-CoV-2 qui a entraîné une déficience partielle autosomal récessive du stade 1. Donc, c'est notre premier cas de MSMD au Sénégal, notre premier cas de déficit en stade 1 en Afrique subsaharienne. Et même en Afrique, les cas de MSMD viennent largement du Maghreb, avec le Maroc qui est en tête. En Afrique subsaharienne, les 3 cas de MSMD qui étaient retrouvés, c'était en Afrique du Sud, au Sénégal et en Éthiopie. Le déficit autosomal récessif en stade 1 entraîne une pneumonie à entraîne une susceptibilité à la pneumonie à COVID-19 avec une absence de réponse aux interférons de type 1 et 3, une absence de contrôle de la réplication du SARS-CoV-2 dans les fibroblastes SV40 humains, stade 1 déficient, après un traitement à l'interféron de type 1. Notre patient est le premier à présenter un déficit autosomal récessif en stade 1 associé à une pneumonie COVID-19. Et l'issue favorable de cette infection, c'est le résultat d'une réponse cellulaire qui est résiduelle, dépendante aux interférons. Pour terminer, Monsieur le Président, les formes sévères de MSMD ou même de tuberculose peuvent être causées par une prédisposition génétique qui est présente dans la population sénégalaise. Il faudra encourager la recherche et le diagnostic des cas de MSMD au Sénégal. La vaccination par le BCG, qui est obligatoire chez les nourrissons à la naissance, devrait être retardée jusqu'à l'exploration des maladies génétiques. Et enfin, l'identification
de la base moléculaire de ce cas de MSMD montre l'importance d'un conseil génétique précoce pour des familles affectées et la gestion médicale du traitement. Je voudrais surtout remercier l'Institut de recherche en santé, qui est l'IRSF, qui est mon laboratoire d'accueil. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'ambassade de France, qui m'a permis de faire un séjour doctoral au niveau de l'Institut Imagine de Paris. Et enfin, je remercie tous les membres du laboratoire de GHMI de l'Institut Imagine de Paris pour m'avoir intégré au sein du laboratoire et ensuite de m'avoir permis d'approfondir mes connaissances sur la recherche des déficits immunitaires primitifs. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr Guillen, d'avoir respecté le temps et pour ce cas clinique très intéressant de MSMD. Là, on arrive à la discussion. Si on a des questions, il la parole à la salle. Concernant les 3 communications, merci, j'avais juste un commentaire par rapport au dernier cas qui est très intéressant. C'est juste demandé par rapport à l'épidémiologie de la tuberculose dans notre contexte. Le devenir de cet enfant et des autres membres de sa famille, bien que il semble être la seule personne qui porte ce déficit. Est-ce que vous avez pensé à rédiger les choses sur d'autres axes, par exemple, puisque le BCG il est obligatoire dans notre contexte, la vaccination contre le bacille. Merci. Elle doit répondre. Voilà. Ah, d'accord. D'accord. En fait, le patient, la patiente, je dois dire, est la seule dans sa famille à présenter le déficit en stade 1, heureusement. Ses frères ont été diagnostiqués, les autres membres de sa famille ont été diagnostiqués, mais il se trouve que c'est elle seule qui est à l'état hémozygote à présenter cette mutation. Donc, nous, notre rôle, c'est d'abord d'alerter la famille pour s'il y a une autre naissance, si cette patiente a un frère ou une sœur cadette, qu'elle soit d'abord diagnostiquée pour voir si elle a la mutation ou pas avant de lui administrer le BCG. Je pense que c'est la meilleure idée pour éviter justement d'avoir un autre cas de BCG à traiter. Donc, on doit d'abord déceler s'il y a une mutation ou pas chez les futurs frères ou sœurs de cette patiente avant de procéder à leur vaccination. Si j'ai bien compris ce que vous vouliez, ou bien. C'est bon, ok. Professeur. Oui, merci beaucoup, mais j'avais juste une question. En tout cas, il y a eu de très belles présentations. Il y a juste une question par rapport à la présentation sur le HLH. Évidemment que c'est très intéressant parce que avant c'était juste classé comme une anomalie hématologique pure. Hein. Je crois que maintenant c'est classé dans les déficits immunitaires primitifs, ce qui est une bonne évolution. Hein. Mais deuxièmement aussi, j'avais remarqué aussi une chose, c'est que la cohorte marocaine, elle est bonne, hein, en 2007 à 2022, ce qui est quand même énorme. Mais est-ce que durant les dernières années où ça a coïncidé avec Covid-19, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier chez ces patients-là ou pas? Parce qu'il y a une forte décharge de cytokines, hein, et c'est similaire à Covid-19. Est-ce que vous avez eu des cas de ces patients-là qui sont aussi atteints de Covid-19 ou pas dans cette cohorte? Merci beaucoup. Non, concernant le HLH, on n'a pas de cas de Covid.
dans notre service. Du micro pour donner un commentaire concernant la vaccination contre le BCG. Effectivement, si on a un cas dans la famille de MSMD, on est obligé de faire un dépistage avant de vacciner. Mais dire qu'on ne doit pas vacciner tout le monde en attendant la génétique, c'est un peu difficile. Alors, autre chose, les deux premières présentations, elles sont très intéressantes parce qu'ils nous montrent la problématique de ce problème de maladie hématologique et déficitaire primitive. Parce que si on voit un malade avec une lymphoprolifération des adénopathies, le plus souvent ils peuvent être pris pour des lymphomes, on peut les traiter comme tels alors qu'ils n'ont pas de lymphome. Aussi le HLH qui peut être pris pour une leucémie, etc. Faire attention aux cheveux gris argentés. Si vous avez un enfant qui a un syndrome tumoral fièvre et les cheveux gris argentés, on n'a pas mis le diagnostic. Donc c'est un gracile Oshidiagegashi. Avoir le réflexe de chercher le BV, l'infection au BV, si vous avez des adénopathies comme ça qui sont anormalement volumineuses chez un enfant, donc la PCR au BV, parce qu'actuellement, dernièrement, il y a beaucoup de nouveautés concernant la génétique, de la susceptibilité génétique, à faire seulement des infections au BV, si vous voulez, sévères, anormales, avec une évolution qui peut être faite vers un HLH. On a eu 2 enfants qui avaient d'énormes adénopathies au BV PCR positif et après, ils ont fait un syndrome d'activation macrophagique, un HLH réfractaire au traitement. Donc, il y a vraiment des malades qui peuvent être pris dans les services d'oncologie comme des néoplasies alors qu'ils ont un déficit immunitaire primitif. Et même si on a vraiment la confirmation des néoplasies, c'est très bien que les déficits immunitaires primitifs prédisposent à la néoplasie. Donc, on peut avoir effectivement un lymphome, une leucémie chez un malade qui a un déficit immunitaire. Donc, n'hésitez pas à chercher à l'interrogatoire la notion soit d'infection à répétition, soit la notion de fièvre inexpliquée, d'adénopathie qui peuvent parfois régresser, soit spontanément, soit sous corticothérapie qui est donnée par un médecin qui ne connaît pas les DIP. Donc, n'hésitez pas à chercher des symptômes primitifs devant ces symptômes cliniques et devant tout malade qui se présente pour une néoplasie avec une historique qui peut évoquer ces pathologies. Merci, professeur Edel, pour ces commentaires. Je pense pour ne pas... Oui, professeur. Moi, je veux revenir à la HLH. Parfois, la présentation est vraiment très atypique. Et nous avons eu un cas d'un enfant qui a inauguré le HLH par une neuropathie périphérique. Et le diagnostic, c'est un enfant qui avait séjourné plus de 3 semaines, 4 semaines dans un service de neurologie pour être bilanté dans le sens d'une neuropathie périphérique et qui est décédé. Et c'est par la suite, après avoir eu sa sœur qui a fait le syndrome d'activation macrophagique et avec également une ataxie qu'on a fait le diagnostic. Donc parfois la présentation neurologique est vraiment déroutante et ce n'est pas toujours facile de faire le diagnostic si ce n'est pas le syndrome d'activation macrophagique qui est au premier plan. We had a similar patient who also presented with ataxia. She had 2 years of age and her first presentation was fever unexplained with ataxia. And we thought about HLH because she had neutropenia. And then with the fever, she started developing cytopenias after having a neutropenia. So we started searching for HLH and we did a marrow and we find the macrophages and we started treatment and she's doing great now. Effectivement, il y a ces malades-là. J'ai même une malade qui avait un HLH localisé au niveau de cervelet. Il n'a pas de tente systémique, apéritique, rien. La biopsie, donc, activation macrophagique localisée. Donc, on peut avoir effectivement des formes neurologiques ISO. Effectivement, même dans notre unité, on avait donc également un cas avec cette activation juste neurologique. Pour ne pas trop tarder, là, je passe la parole à ma collègue, professeur Ouedraogo, pour les prochaines présentations. Ok, merci. Donc, je pense qu'il nous reste 3 communications orales, dont une va être faite en ligne.
Et je vais donc appeler Zaidi pour sa communication sur les prédispositions aux mycobactéries par le déficit interleukine 12 RB1. Cher professeur, honorable assistance, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter ma communication orale intitulée « Prédisposition aux mycobactéries par le déficit interleukine 12 RBETA 1 ». On sait tous que la susceptibilité mendélienne aux maladies mycobactériennes, un groupe rare d'erreurs innées d'immunité, caractérisé par une susceptibilité sélective aux infections causées par des infections faiblement virulentes ou bien BCG et diverses mycobactéries environnementales. Donc cette maladie peut affecter environ 1 sur 10 000 personnes dans le monde. Les maladies infectieuses mycobactériennes commencent généralement dans l'enfance. Ils ont un large éventail de manifestations cliniques, des infections localisées aux infections disséminées aiguës et aux infections chroniques. Et donc, le mécanisme de défense de l'hôte contre les mycobactéries, c'est que lors de la reconnaissance des mycobactéries par les cellules phagocytes par des récepteurs spécifiques de reconnaissance de forme, il y aura une cascade de signalisation aboutissant à la production d'interleukine 12, constituée par deux sous-unités, interleukine 12 P40 et interleukine 12 P35, qui vont agir sur le récepteur spécifique qui se trouve au niveau des cellules lymphocytaires NK ou bien T. Bien sûr, ce récepteur interleukine 12 RBETA 1, il s'agit d'un récepteur hétérodimérique constitué par deux sous-unités par des voies dépendantes de JAK2 et TYK2 et des niveaux de signalisation des stades. Il va normalement aboutir à la production d'interférons gamma et le cycle va se recommencer. Donc, ce qui a suscité un objectif important dans notre étude, c'est d'étudier l'importance du déficit complet du gène interleukine 12 RBETA 1 dans la prédisposition génétique aux mycobactéries chez l'enfant au Maroc. En ce qui concerne matériel et méthode, parmi les critères d'inclusion sont les caractéristiques cliniques de MSMT, y compris les réactions locales systémiques au BCG, les critères d'exclusion VIH positif. En ce qui concerne l'évaluation immunologique, NFS, NBT, DHR, dosage des immunoglobulines, immunophénotypase pour la détermination des sous-populations, exploration de l'axe interleukine 12, interféron gamma. En ce qui concerne test génétique, c'est par séquençage de l'exome entier et pour la confirmation des mutations par le séquençage de Sanger. En ce qui concerne les résultats, nous rapportons dans notre étude 22 patients atteints de MSMT, caractérisés par un âge moyen de 4 ans, un âge moyen de début de symptômes de 6 mois, 42% cas issus d'un mariage consanguin. Parmi les 22 patients, 12 patients qui ont développé des complications spécifiques au BCG, un patient caractérisé par une BCG localisée, 8 patients locaux régionales et 3 patients par une BCG disséminée. Pour les résultats des tests NBT-DHR, une activité phagocytaire normale. Pour les niveaux sériques, énumération des immunoglobulines sous ensemble lymphocytaire normal. Exploration de l'axe interleukine 12 interféron gamma. Pas de production d'interféron gamma en réponse à l'interleukine 12 et une réponse normale à l'interféron gamma. Pour les résultats génétiques, donc il y avait 42% pour les mutations au niveau d'interleukine 12 RB1, 37% pour STAT1, 11% pour interféron RB1 et PPL2, 11% aussi pour TYK2 et 5% pour TBX21. Voici un tableau qui représente les caractéristiques démographiques et génétiques des patients qui ont une mutation au niveau du gène interleukine 12 RB1. Donc, les 6 premiers patients, bien sûr, tous les patients, ils ont été vaccinés par le BCG selon le plan national de vaccination marocaine. Les premiers 6 patients, ils ont développé des complications associées de vaccins, y compris des anodopathies axillaires locaux-régionales. Le patient numéro 6 qui a été asymptomatique, qui a développé à l'âge de 6 ans une tuberculose pulmonaire sévère. Les premiers 6 patients, ils ont développé des mutations
non-sens homozygote, ainsi que les deux derniers patients P7 et P8, ils ont développé des mutations de décalage et des mutations d'insertion. En comparaison avec d'autres études, notre étude a montré 42% d'interleukine 12 RB1, en comparaison avec des études à l'échelle internationale en Chine, qui ont montré 52% d'interleukine RB1, et une étude en France USA 44%. Et donc, ça peut être expliqué le taux de consanguinité de chaque pays qui est augmenté. Et bien sûr, il existe d'autres causes comme la diversité démographique, diversité génétique, ainsi que ces patients, même ils présentent une mutation au niveau du même gène interleukine 12 RB1, mais ils ont une expression clinique qui est diverse. Un schéma qui montre le rôle primordial du récepteur interleukine RB1. Donc, cette sous-unité, il peut se lier à l'interleukine 12 RBeta2 pour former un récepteur pour le ligand interleukine 12, ainsi que la sous-unité interleukine 12 RBeta1, il peut se lier aussi à la sous-unité interleukine 23 pour former un récepteur pour l'interleukine 23, ainsi induisant la cascade de signalisation. Pour conclure, les mutations bialléliques d'interleukine Rβ1 sont la cause génétique la plus fréquente de MSMT et se retrouvent chez environ 45 à 60% des patients diagnostiqués dans le monde. Bien sûr, pour élargir la cohorte, une recherche systématique d'une prédisposition génétique aux mycobactéries s'impose devant toute maladie grave. Ainsi que, parmi les stratégies, de faire retarder la vaccination par le BCG dès la période néonatale jusqu'à l'affirmation d'une prédisposition génétique aux mycobactéries, et aussi un traitement par injection d'interférons gamma recombinants pour les patients qui ont un défaut de production d'interférons gamma. Et merci pour votre attention. Merci au docteur Zaidi. Et nous allons écouter le docteur Arached sur sa communication sur EPACID, syndrome, syndrome auto-immune polyandrocrine, syndrome type 1, parce que la communication 8 sera faite en ligne. Donc, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu sur notre travail intitulé le syndrome AP7 ou polyendocrinopathie auto-immune de type 1 à propos de 12 cas. Donc, ce travail qui a été réalisé au sein du service de immunologie clinique et infectiologie pédiatrique, pédiatrie 1, hôpital mère-enfant, hôpital El Harouchi, dans Casablanca. Donc, le syndrome d'AP7 ou polyendocrinopathie auto-immune de type 1 est une maladie génétique rare de transmission autosomique récessive liée aux mutations du gène R. Donc responsable d'un déficit immunitaire par anomalie de mécanisme de tolérance immunitaire centrale et périphérique. Donc ce syndrome, il associe classiquement donc une candidose cutanéo-muqueuse chronique, une polyendocrinopathie auto-immune, des maladies auto-immunes non endocriniennes et des anomalies ectodermiques. Donc en raison d'une grande variabilité phénotypique, donc certaines formes atypiques ou polysymptomatiques, elles restent inconnues. Donc le diagnostic est confirmé. Pas il repose, donc il est confirmé par la génétique moléculaire et le pronostic est influencé par différents facteurs d'origine génétique, hormonale ou environnementale. Donc l'objectif de notre travail était de mettre en évidence cette pathologie rare et d'écrire le tableau clinique de nos patients. Donc pour cela, on a mené une étude rétrospective portant sur 2 cas de syndrome d'AP7 ou polyendocrinopathie auto-immune de type 1 au sein du service d'immunologie clinique, service de pédiatrie 1, hôpital mère-enfant El Harouchi, Casablanca, étalé sur une durée de 13 ans, de janvier 2010 au décembre 2022. Donc la médiane d'âge était de 9,8 avec des âges extrêmes allant de 5 à 23 ans. Donc en ce qui concerne la consanguinité parentale, donc une consanguinité de 1er degré a été retrouvée chez 6 patients, une consanguinité de 2e degré chez 2 patients et pas de consanguinité chez les 4 autres patients. Donc pour les manifestations cliniques, donc les manifestations, les candidoses cutanéo-muqueuses étaient les manifestations les plus fréquentes retrouvées chez des patients et donc voilà 2 photos
et une photo, la photo numéro 1 qui montre donc des onychomycoses, des mains, et la photo numéro 2, une mycose de l'un de nos patients. Donc, les endocrinopathies, ils viennent au deuxième lieu, donc dominés par les hypoparathyroïdies retrouvées chez 8 patients, et suivi de l'insuffisance urинalienne retrouvée chez 3 de nos patients, et puis le diabète type 1 chez un seul patient. Donc, pour les autres maladies auto-immunes, donc le syndrome de malabsorption retrouvé chez 3 patients, une alopécie chez un seul patient, et en dernier, la dystrophie ectodermique faite d'une hypoplasie de l'émelle dentaire chez un seul patient. Donc, le diagnostic chez nos patients a été retenu devant des manifestations cliniques évocatrices, avec confirmation par étude génétique chez tous nos patients qui a montré une mutation du gène R. Donc, sous ce graphique, il montre des cas similaires dans la fratrie dans 83% des cas, avec des cas de décès dans la fratrie dans 33% des cas. Donc, en guise de discussion, le syndrome d'APSED est une maladie héréditaire monogénique rare de transmission autosomique récessive liée aux mutations du gène R sur le bras long du chromosome 2, identifié en 1997, impliqué dans les mécanismes de tolérance immunitaire centrale et périphérique. Donc, ce schéma, il illustre un peu le rôle du gène R dans ces mécanismes de tolérance immunitaire. Donc, en haut, c'est l'état normal en présence du gène R, et en bas, le B. Donc, le schéma, il montre les conséquences en cas d'une anomalie au niveau du gène R. Donc, comme on le connaît tous, donc, chez un sujet normal, donc le sujet normal, il héberge des lymphocytes autoréactifs. Donc, et c'est le rôle du gène R qui va, il va être impliqué dans ces mécanismes de tolérance immunitaire. Donc, au niveau central, donc le gène R est impliqué dans l'expression de l'antigène du soi par les cellules épithéliales thymiques, donc responsables d'une sélection négative de ces lymphocytes autoréactifs, donc responsable donc de mort de ces cellules autoréactives par apoptose. Donc, en absence ou en cas d'une anomalie de ce gène, donc R, donc on aura donc ces lymphocytes autoréactifs en périphérie qui seront donc responsables de maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Donc, au niveau périphérique, donc ce gène R, elle est responsable du contrôle de la prolifération des lymphocytes autoréactifs par les cellules dendritiques, et en absence ou en cas d'anomalie de ce gène R, donc on aura une prolifération excessive de ces lymphocytes T. Donc, une autre question qu'on pose souvent, pourquoi ces malades atteints d'APSED ont une susceptibilité donc accrue aux candidoses? Et bien parce que la réponse au contact habituel au contact de candidats est de type TH1, et en absence en cas d'anomalie du gène R, donc on aura une altération de la voie de communication de la signalisation entre les monocytes et les lymphocytes, ce qui prédispose ces malades aux candidoses. Donc, la prévalence est très faible, donc, sauf dans certaines populations où la consanguinité est très élevée, comme les Finlandais, où la prévalence est 1 sur 25 000, les Sardes et les descendants de petites communautés de juifs iraniens, donc avec prévalence de 1 sur 9 000. Et dans le nord-ouest de la France, donc la fréquence de l'APSED était de 1 sur 500 000. Donc, pour le diagnostic de ce syndrome, il repose sur une panoplie d'éléments cliniques très évocateurs. Donc, le diagnostic est quasi certain en présence de 2 critères majeurs de la triade de Whittaker, qui sont la candidose cutanéo-muqueuse, l'hypoparathyroïdie et l'insuffisance surrénale auto-immune. Donc, ou en présence d'un seul critère, ce syndrome est présent dans la fratrie. Le diagnostic est probable en présence d'un critère majeur, avec associé à au moins un critère de ces critères mineurs suivants. Donc, une diarrhée chronique, constipation par malabsorption, kératite, rage cutanée avec fièvre, hépatite auto-immune, vitiligo, alopécie et hypoplasie de l'émelle dentaire. Donc, la confirmation, il se fait par étude génétique, comme c'était le cas de tous nos patients. Donc, selon plusieurs études, la prévalence des différentes atteintes est variable, tout comme leur ordre d'apparition. Donc, dans une série iranienne qui a été publiée en 2013, donc, ils ont conclu que les 3 éléments de la triade de Whittaker apparaissent en général durant les 2 premières décennies, et que les autres manifestations elles apparaissent progressivement, parfois au-delà de la 5e décennie, et que les candidoses sont souvent le premier signe de ce syndrome, comme était le cas de nos patients. Donc, dans une deuxième série iranienne, donc, qui a
été publié en 2019. Et ils ont conclu que, le contraire de la première série, que l'hypoparathyroïdie était la manifestation la plus fréquente, suivie de l'insuffisance surrénalienne, et puis en troisième lieu, les candidoses. Donc, ce tableau qui illustre le résultat de 5 études qui ont été faites sur les manifestations cliniques de ce syndrome. Donc, on remarque que dans 4 séries, donc la finlandaise et la série italienne, la série norvégienne et la série française, la série personnelle c'est une série française, donc on note une prédominance des manifestations cutanéo-muqueuses, donc ce qui concorde avec les résultats de notre étude. Donc, toujours dans le cadre de manifestations cliniques de syndrome d'APC, donc une cohorte américaine qui a été publiée en 2016. Donc, ils ont conclu comme quoi que le spectre des manifestations cliniques de ce syndrome, elle est très large, elle est plus profond et qu'il se manifeste plus précocement que ce que l'on pense jusqu'à présent, et que la connaissance de ces des manifestations surtout cutanées, elle permet un diagnostic précoce avant l'apparition des manifestations endocriniennes qui peuvent mettre en danger le pronostic vital. Donc, en ce qui concerne la prise en charge, celle-ci, elle est pluridisciplinaire. Elle doit répondre à un triple but. Donc, surtout, substituer les déficits endocriniens, maîtriser les conséquences des déficits immunitaires et contrôler l'agression auto-immune à l'aide de thérapeutiques immunosuppressives. Donc, le pronostic est aggravé par la survenue de tumeurs digestives de la cavité buccale ainsi que des leucémies. Donc, en conclusion, il faut toujours penser au syndrome d'endocrinopathie auto-immune de type 1 devant des infections cutanéo-muqueuses à répétition isolée ou associées à d'autres signes. La prise en charge, elle est très difficile et elle doit être pluridisciplinaire, nécessitant un suivi au long cours. Le pronostic de ces cas s'est amélioré avec la prise en charge des spécialisés des endocrinopathies, mais il reste toujours réservé. Merci pour votre attention. Ok, nous remercions le docteur Arachet et nous allons maintenant écouter le docteur Belbouab, qui je pense doit être en ligne. Non, il est pas en ligne, on va diffuser sa présentation. Vous allez diffuser sa présentation. Ok, elle est enregistrée. Donc, c'est la communication orale 8. Voilà, un déficit en CD55 révélé par un syndrome de Budd-Chiari à propos de 3 cas. Donc, en attendant que la technique se mette en place, on peut discuter sur les 2 précédentes communications, la prédisposition aux mycobactéries par le déficit en interleukine 12 et le syndrome d'AP7. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions par rapport à ces 2 communications? Merci, Madame la Présidente. Je félicite déjà les orateurs pour la qualité des communications. J'ai un commentaire par rapport à la tuberculose, prédisposition aux mycobactéries. Comme je pense également que recommander de ne pas mettre le vaccin BCG, peut-être que si on a la mutation dans la famille et que les conditions de faire l'analyse génétique est là, on a les conditions, on a des partenaires pour le faire, on peut attendre de faire le sang pour rechercher la mutation chez l'enfant, chez la fratrie, l'enfant qui naît, pour faire le vaccin, mais le recommander devant tout enfant, je pense qu'on n'en est pas encore là. Pour le syndrome AP7, on y pense peut-être, mais j'ai une question. Est-ce que les anomalies cutanées sont... Combien de temps vous avez remarqué dans votre cohorte que les anomalies cutanées sont là? Le délai entre la survenue des manifestations dermatologiques et... Voilà, et les autres manifestations, c'est-à-dire auto-immunes et endocriniennes. Parce qu'on a des cas de candidose cutanéo-muqueuse, on n'a pas de diagnostic et pourtant on n'a pas les autres manifestations pour évoquer ce diagnostic-là. Merci. Merci beaucoup. En fait, je dois éclaircir un certain point parce que depuis tout à l'heure, j'entends que
le BCG ne doit pas être administré aux enfants. J'ai bien mis sur mes diapos que le BCG doit être retardé. Quand on est dans un contexte où il peut y avoir des prédispositions à faire des infections à mycobactéries. Quand on est dans des prédispositions aux infections mycobactériennes, le BCG peut être retardé jusqu'à peut-être l'âge de 6 mois pour voir s'il y a une mutation ou pas chez ces enfants. Je n'ai pas dit que le BCG devrait être éliminé, il n'en était pas question. Le BCG peut être retardé. Dans nos pays, le BCG est administré à la naissance. Donc, avant même qu'on ne sache si l'enfant a des anomalies ou pas, le BCG lui est administré et il peut faire des réactions après avoir été vacciné au BCG. C'est ce que je voulais éclaircir vraiment. Ok, merci, on a compris. Après, je pense. Alors, une réponse rapide pour la question concernant le phénotype clinique d'un APC. Effectivement, on peut avoir des malades qui peuvent commencer par physique, après l'auto-immunité, des malades qui peuvent avoir tout simplement hypoparathyroïdie isolée, sans atteinte fongique. À l'âge de 20 ans, je crois, on avait une fille avec la sœur décédée dans un tableau d'infection à candida sévère. Donc, on peut avoir, pour la même mutation, des phénotypes cliniques différents. Sa forme typique, elle est caractérisée par une triade, un déficit en CD55 responsable d'une hyperactivité du complément, une thrombose vasculaire, ainsi qu'une entéropathie exudative, souvent à début précoce. Nous rapportons le cas de 3 enfants suivis dans notre service pour un déficit de CD55 ayant été révélé par un syndrome de Budd-Chiari, dans le but de décrire le profil clinique, biologique, morphologique de ces patients. Ces données ont été recueillies sur les dossiers d'hospitalisation de décembre 2020 à décembre 2022. Il s'agit donc de 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui sont tous issus de parents consanguins. Le patient numéro 1 et numéro 2 sont des frères. Nous notons pas dans les antécédents personnels ou familiaux un élément particulier, en dehors d'une hypotrophie rénale gauche, donc chez le patient numéro 2. L'âge au diagnostic était de 6 ans, 2 ans et 3 ans, avec un début précoce pour le premier à 24 mois, soit un retard de diagnostic de 4 années, 20 mois et 24 mois pour le deuxième et le troisième. Et le tableau clinique était essentiellement fait par 2 symptômes. Le premier digestif, à type de diarrhée, soit chronique aqueuse ou arrochite, parfois même ressemblante, associé à des douleurs abdominales et des vomissements pour certains. Et un deuxième signe clinique qui était l'acide et les œdèmes des membres inférieurs. Il n'a pas été noté chez 3 enfants des infections à répétition. L'examen clinique a retrouvé un retard de croissance chez les 3 enfants, ainsi que 2 signes à l'examen clinique, une hépatomégalie, voire une circulation veineuse collatérale, et deuxièmement, une acide et des œdèmes des membres inférieurs. Sur le plan biologique, il existait une entéropathie exudative avec une hypoalbuminémie franche et une hypogammaglobulinémie chez tous les patients. Et sur le plan imaginé, à l'entéro-IRM, il existait un épaississement intestinal, souvent ilial, témoignant d'une inflammation, et deuxièmement, une thrombose des veines sous-hépatiques, révélant donc un Budd-Chiari. Sur le plan endoscopique, le premier patient, on avait retrouvé une colite du côlon droit érosif dans la nappate, retrouvé une inflammation non spécifique, alors que pour le patient numéro 2 et 3, les lésions étaient inaccessibles par une endoscopie haute ou basse. Donc au total, ces patients avaient pratiquement le même profil, avec essentiellement une entéropathie exudative à début très précoce, une thrombose des veines sous-hépatiques, donc un syndrome de Budd-Chiari, une colite aussi à début précoce et un retard de croissance, soit un tableau vraiment typique d'un déficit de CD55. Diagnostic qui a été confirmé par l'étude de l'expression de CD55 sur les neutrophiles, qui, comme vous le voyez pour le patient 1 et le patient 2, quasi nul, alors que pour le patient numéro 3, le diagnostic a été retenu sur le tableau typique et la génétique est au cours. Notre prise en charge était une prise en charge purement symptomatique, avec des perfusions d'albumine répétées, l'utilisation de diurétiques à type d'altactone et d'anticoagulants. C'est vrai que l'éclinisable est disponible pour l'Algérie, mais sont là même et pour le moment réservé pour le CHU atypique, et nous bataillons pour une extension de cette ARM. Pour
l'évolution, nous déplorons le décès du premier et du deuxième patient. Le premier dans un tableau d'encéphalopathie hépatique et le deuxième pratiquement un mois après le diagnostic dans un tableau de dénutrition sévère. Alors que le troisième patient est toujours vivant, il est sous traitement conventionnel et nous projetons de faire un TIPS chez lui à cause de l'acide réfractaire. Donc, cette maladie en discussion, la déficience CDC-Contact, est une maladie qu'on avait découverte récemment, puisqu'elle a été découverte en 2017 par deux équipes au même moment, une équipe turque et une équipe israélienne. Alors, comment ça marche? Les protéines CDC-Contact membranaires font partie, à l'instar des autres protéines membranaires et plasmatiques, qui sont impliquées dans l'activation, dans la régulation de l'activation du complément, puisqu'elles inhibent cette activation par le blocage du clévage du C3 et du C5, ce qui inhibe la fabrication du complexe d'attaque membranaire. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'un déficit en CDC-Contact entraîne une hyperactivation du complément. En plus de l'activation du complément, la deuxième fonction du CDC-Contact, c'est qu'elle est costimulatrice des CD97. Et cette absence de costimulation va diminuer la production du IL-10 qui, elle, protégerait contre l'inflammation. Et donc, un déficit en CD-Contact va entraîner non seulement une hyperactivité, mais une perte du IL-10, ce qui expliquerait l'inflammation et la destruction cellulaire qu'on peut trouver chez ces patients. Sur le plan clinique, il y a un phénotype qui est assez typique habituellement, avec essentiellement deux symptômes, une entéropathie exudative qui est secondaire soit à une colite comme l'autre malade ou à des lymphangiectasie intestinale, une thrombose qui peut être imprévisible et qui peut avoir à n'importe quel âge. C'est vrai que le début, comme on l'a trouvé chez nos patients, était chez les petits enfants, mais à un âge chez les enfants plus âgés peut être trouvé. La sévérité est variable allant d'une entéropathie exudative subclinique à un tableau sévère avec un décès précoce. Et dans l'étude des Turcs, donc les 11 patients qui ont été rapportés, il a été retrouvé comme dans notre petite série des enfants qui sont le plus souvent jeunes, donc chez 8 patients. L'entéropathie exudative, elle était associée à une lymphangiectasie chez 5 patients et une inflammation intestinale chez 6 patients. 5 patients avaient des infections respiratoires récurrentes et 3 patients avaient une thrombose, dont un avait une syndrome de Budd-Chiari. Le diagnostic est facile comme dépistage par la cytométrie de flux parce qu'elle permet d'étudier l'expression des CDC-Contact solutionnés, et notamment les PNL, et la confirmation, elle est génétique. Le traitement, en plus du traitement conventionnel, c'est vrai qu'actuellement, l'églisa est considéré comme le traitement de cette pathologie, qui est un anticarboglobulin et qui permet de supprimer le clivage de C5 et donc la formation des complexes d'attaque membranaire. En conclusion, on peut dire que toute entéropathie exudative à début précoce, avec ou sans atteinte inflammatoire digestive, qui s'associe à un syndrome de Budd-Chiari, doit faire évoquer un déficit en CDC-Contact, surtout qu'un traitement symptomatique spécifique pour cette maladie existe et qui est flexible. Et je vous remercie. Merci. Et nous venons donc d'écouter la dernière communication orale du docteur El Belbouad. Bon, il n'est pas en ligne, mais s'il y a des questions, je pense qu'il y a des personnes ressources dans la salle qui peuvent apporter... ouais. Ok, donc je vous remercie tous et puis je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Ok, merci et bonne continuation. Merci, professeur.